Alors, on est de retour ou pas? Bah oui, on est de retour. J'espère pour un bon moment maintenant, mais là c'est bon. Je pense que je suis vraiment de retour. Je suis pas au Mexique actuellement. Je suis pas mal en retard sur mes contenus sur Instagram et sur YouTube. Là, aujourd'hui, enfin ça fait 2 semaines, c'est une nouvelle vie qui commence. Après le Mexique, donc je suis rentré en France, j'avais quelques trucs à régler. Et là, j'ai l'impression que c'est une nouvelle vie qui commence. À l'heure actuelle, je suis en Thaïlande. Et en fait, j'attendais ce moment depuis longtemps de régler quelques trucs pour enfin commencer ce truc qui me fait rêver depuis un bon bout de temps, de vivre sur le moyen long terme, à voir encore, mais en tout cas déjà sur le moyen terme, en Asie, d'être dans les endroits dans lesquels j'ai trop envie d'être, c'est-à-dire, bon, la zone n'est pas immense, hein, mais bon, on reste en Asie, j'ai envie surtout d'être à Taïwan, d'être en Thaïlande, et je vais pouvoir aussi, cette année ou l'année prochaine, 2026, aller explorer un peu plus la Chine. En gros, je vais graviter dans cette zone-là, et je suis trop content parce que ça fait super longtemps que j'ai envie de vivre cette vie-là, et là, ça y est, c'est bon, on est parti, nouveau chapitre. Et donc, ben, je commence à prendre une bonne routine que j'aime bien, en faisant vraiment toutes les choses que j'aime, et ça me permet de reprendre ce podcast-là. Paolo, pourquoi tu dis Taïwan et ensuite la Chine? Eh, 我不想跟你讲，不是我的事情啦。On n'est pas sur un podcast de politique. En vrai, c'est pas vraiment un sujet qui m'intéresse et je sais même pas pourquoi je m'engouffre dans ce sujet-là. Parce que enfin, c'est pas mes affaires, en fait, je suis pas chinois, j'ai rien à dire, enfin, j'ai pas d'avis à ce niveau-là et je sais même pas pourquoi. Je me justifie, on vient de commencer le podcast et là, je suis déjà, je me suis mis tout seul dans un bourbier. Mais je fais quand même la différence entre la Chine continentale et Taïwan, pas d'un point de vue politique. Là, c'est juste que les, les personnes, les habitants de la Chine continentale et de l'île de Taïwan sont vraiment différents. De ce que j'ai entendu, de ce que je vois sur Internet, les gens sont vraiment différents. C'est la même culture, il y a des trucs qui changent. Mais de toute façon, je verrai bien par moi-même. Hein, je vous ferai des petits retours quand j'irai en Chine. Mais voilà. Et puis Taïwan, c'est les souvenirs, cette île est trop bien. Bref. Ben, je suis de retour sur ce podcast parce que, pourquoi maintenant? Bon, je vous ai dit, la routine, je remets en place une routine et j'ai envie d'inclure le podcast dedans. Et aussi parce que là, je sors d'une intoxication alimentaire. C'est la première fois de ma vie que j'ai ça, à cause du poulet cru que j'ai acheté. J'ai fait n'importe quoi avec la manipulation du poulet et ça m'a foutu une intoxication alimentaire. J'étais cloué dans mon lit. Bah, j'étais malade pendant 3 jours, 3 4 jours. En tout cas, 3 jours, c'était vénère. J'ai dormi toute la journée pendant 2 jours. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien de rien faire. Et je pense que mon corps en avait besoin. Donc c'est pour ça. En fait, je suis content d'être tombé malade parce que ça m'a forcé à me reposer. Là, j'allais un peu fort avec le sport et je pense que mon corps avait besoin de repos. Donc j'ai juste dormi. J'ai aussi beaucoup réfléchi, comme je faisais vraiment rien du tout. Et je sais pas, en fait, j'ai avancé sur plein de petites problématiques que j'avais. J'ai trouvé plein de solutions à des petits problèmes que j'avais, des nouvelles idées. Et même en règle générale, je me sentais beaucoup mieux. Parce que vous savez, c'est les moments quand on tombe malade et qu'on se rend compte vraiment de l'importance des choses les plus importantes. Et que, en fait, on se rend compte que quand la santé ça va pas, bon, ça c'est les trucs basiques, hein, quand la santé ça va pas, toutes les petites choses qui nous préoccupaient, en réalité, ça n'a que très peu d'importance. Et donc ça permet de relativiser beaucoup d'être malade. Et ça m'a fait du bien. Et en fait, ça m'a mis dans le mood de faire un podcast. Donc je me suis dit, bon, bah ce podcast-là, ça faisait déjà un moment que j'avais l'idée. Et puis même, en fait, j'ai plein de sujets de podcast et d'idées de podcast que j'ai envie de tourner. Donc, bah vas-y, on relance la machine, on relance Soliloque et on est parti. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet, j'ai trop hâte d'en parler. On va parler de divertissement, de pourquoi et comment mon point de vue
a changé par rapport au divertissement, comment je suis passé d'un mec qui ne voulait plus regarder de divertissement parce que c'était contre-productif, à quelqu'un qui dit non, le divertissement, c'est bon, il faut se divertir, c'est même limite crucial dans, dans une vie. En fait, il faut se divertir, il faut apprécier le divertissement. Et, euh, et bref, c'est ce qu'on va voir. Et on va parler aussi un peu de création de contenu avant. Limite, ça va être un peu la suite du tout premier épisode. Vous en rappelez quand j'avais dit que j'avais utilisé YouTube comme thérapie pendant 3 ans et que aujourd'hui ça me plaisait plus tellement d'utiliser ma chaîne YouTube comme je faisais avant, et je me posais beaucoup de questions sur qu'est-ce que j'allais faire avec cette chaîne, quel genre de vidéos j'allais tourner, est-ce que j'arrête ma chaîne YouTube, voilà, toutes ces questions. J'ai beaucoup avancé, ma vision sur la création de contenu a beaucoup changé, j'ai appris pas mal de choses là ces derniers temps, et c'est ce que j'ai envie de vous partager un peu, ma vision sur la création de contenu aussi aujourd'hui. Je me rappelle, je crois qu'à la fin du podcast, je disais que mon prochain objectif, ça allait être de devenir mainstream, en fait, de taper large, de faire du grand public. Je crois bien que c'est ce que j'avais dit ça à la fin du podcast, parce que c'était un aspect de la création de contenu que j'avais jamais vraiment exploré. J'avais fait plein de trucs dans la création de contenu, mais de créer dans le but de devenir mainstream, je l'avais jamais fait. Je me suis dit, moi, comme la création de contenu, c'est un peu, c'est un peu toute ma vie, et c'est vraiment, c'est le sujet, c'est le truc que j'ai le plus poncé, et vraiment j'ai envie de d'être excellent dedans, en fait, de tout connaître de la création de contenu. Donc je me suis dit, je vais essayer de devenir mainstream. Et ouais, on peut dire que c'était le but, mais je crois pas que j'ai mis tant d'efforts que ça. Parce qu'en vrai, c'est pas une idée qui me plaît tant. Et puis, vous savez, je suis tombé sur des interviews où là, je vais parler de Thibaut InShape et de Poisson Fécond. Et ils parlaient de leur processus créatif, de comment ils créaient, comment ils faisaient des vidéos, leur quotidien, tout ça. Et waouh, c'est pas beau. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas du tout quelque chose que je veux. Parce que eux, c'est des machines. En fait, si tu veux être quelqu'un de mainstream, donc là, vous pensez à Thibaut InShape, à Mixem, enfin, tous les gros, vraiment, youtubeurs divertissement, derrière, c'est des machines. Il y a des équipes qui s'occupent de la prod, même de générer les idées de vidéos. En fait, c'est une ferme à contenu. Poisson Fécond, vous l'écoutez dans ses vidéos parler de comment il fait des vidéos. Moi, c'est un truc qui me plaît pas du tout. En fait, t'es plus du tout un créateur. En fait, t'es une usine. En fait, t'es une usine à vidéo. Et ça, c'est pas du tout un truc qui me plaît. Je souhaite pas du tout me retrouver dans la situation où je dois créer pour créer. En fait, je vais créer une vidéo parce que j'ai une idée, parce que j'ai un sujet qui me tient à cœur. Il y a un truc qui me tient à cœur et que j'ai envie de l'exprimer. Mais j'ai pas envie de me dire, bon, cette semaine, il nous faut 2 idées de vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça m'angoisse. C'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de faire. Donc, ouais, devenir mainstream, ouais, non, 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 pas ouf. Après, il y avait d'autres options. Bon, déjà, en fait, il y a des trucs que je vous ai pas dit dans le premier épisode. Par rapport à la thérapie, utiliser les réseaux comme thérapie aussi, on va pouvoir parler de ça, de pourquoi c'est plus vraiment quelque chose qui... Enfin, c'est quelque chose que j'avais plus vraiment envie de faire. Il y a 2 trucs que je vous ai pas dit. La première chose, je pense que ce sentiment que j'ai par rapport à ça, de raconter vraiment ce que j'ai au fond de mon cœur, mes pensées, mes doutes et tout sur Internet, je pense que c'est parce qu'aussi je prends de l'âge. Et que je trouve pas ça, pour le voir aussi chez d'autres créateurs, je trouve pas ça vraiment beau chez quelqu'un qui est plus âgé d'avoir cette position en fait. Pour les jeunes, quand t'es jeune, voilà, c'est bien, c'est mignon, tu découvres la vie, nanana, nanana. Mais j'ai l'impression qu'avec l'âge, il y a aussi un truc de... En fait, tu deviens presque obligé d'être sûr de toi. En fait, c'est comme s'il y avait un âge où tu devais vraiment commencer à mentir. Parce que moi, j'ai l'impression, je suis persuadé que la confiance en soi, c'est juste un mensonge. Parce que
Je pense que personne n'est réellement confiant. Bon, peut-être que je me trompe, peut-être que je dis de la merde. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'à un âge, il faut quand même que que tu montres aux autres que tu es plus confiant. Parce que sinon, c'est ridicule et c'est pas beau, comme j'ai dit. Pour un jeune, ça va, mais bref. Y avait ce premier truc de pourquoi j'ai plus envie d'utiliser YouTube comme ça. Et la deuxième chose aussi, que je vous ai pas dit, c'était quand quand j'étais en Thaïlande pour la première fois et que je faisais mon camp pour préparer mon combat, c'est là où j'ai commencé à devenir un peu plus mainstream et toucher un plus large public, surtout sur les vidéos verticales. Et en fait, j'ai commencé à voir, surtout sur YouTube Short. D'ailleurs, c'est marrant, mais petit aparté, mais je pense que c'est la pire communauté. Si tu compares les réels, TikTok et Short YouTube, j'ai l'impression que les gens sur YouTube en Short, mais c'est vraiment les fonds de tiroir de l'humanité. Bref. Et en fait, j'ai commencé à voir des gens que je connaissais pas réagir à mon travail, à parler, à laisser des commentaires. Et là, je parle pas de hate, de critique ou d'insultes, je parle juste de commentaires cons. En fait, c'est des gens qui vont parler, qui vont dire des trucs, mais qui sont lunaires, mais vraiment à des années-lumière que moi, ce que je peux entendre dans la vraie vie. Et ces gens-là, en fait, c'est des gens que j'ai jamais croisés en vrai, que je croiserai jamais dans la vraie vie et avec qui j'aurai jamais une conversation. Parce que rendez-vous compte, sur Internet, tous les gens qui utilisent Internet, peut-être que dans vos sphères, dans les commentaires des vidéos que vous regardez, c'est des gens qui vous ressemblent, hein, qui ont à peu près le même niveau d'études, des gens qui vous ressemblent. Mais il y a des gens sur Internet qui commentent sur Internet, en fait, vous pouvez jamais... C'est des gens que vous croisez jamais dans la rue parce qu'ils ne sortent pas de chez eux. Vous voyez, c'est des gens un peu bizarres qui... Je sais pas, bref. C'est des gens bizarres qui restent chez eux, qui ont un style de vie trop bizarre, qui sont... Je sais pas, bref. Et ces gens-là, on peut les retrouver dans nos commentaires. Et en fait, moi, j'avais l'habitude jusque-là, sous mes vidéos YouTube, d'avoir des commentaires de personnes qui me ressemblent, que limite j'ai l'impression de connaître, que je vois tout le temps, hein, c'est toujours les mêmes pseudos. Et ça, ce sentiment-là, d'être un peu dans un cocon, une famille, en fait, sur ma chaîne YouTube, de voir des gens qui me ressemblent et avec qui je pourrais discuter dans la vraie vie, ça a tenu au moins jusqu'à mes 60-70 000 abonnés. Ce qui est énorme. Mais quand j'ai commencé à poster des shorts et tout, j'ai vu des gens avec qui je ne parlerai jamais dans la vraie vie poster des messages et dire des trucs. Et là, et encore une fois, je vous parle pas d'insultes. Je vous parle juste de messages lunaires trop bizarres. Vous savez, genre typiquement, je sais pas, le daron de 50 ans. Vous voyez, sa pépé sur Insta, c'est juste un selfie. Il y a sa tête, il sourit pas, il est juste en mode poker face, en mode c'est une photo d'identité. Et c'est le genre de daron qui laisse des messages sur tous les comptes. Et en fait, il croit limite que c'est des DM en fait qu'il envoie, mais c'est juste des commentaires qu'il laisse sous des vidéos. Ouais, des gens vraiment bizarres. Et bref, et en fait, bon, pour revenir au sujet, des gens bizarres avec 35 de QI qui peuvent écouter ce qui se passe dans mon cerveau et le commenter et émettre un jugement dessus, ça me plaît pas. Donc voilà pourquoi j'évoquais aussi l'idée de revenir à un truc, à des créations moins personnelles. Mais en fait, je me rends compte, les gars, que j'arrive pas. J'ai trop besoin de raconter ma vie et de parler de ce genre de choses. Donc c'est peut-être pour ça que le podcast est là. Hein, parce que finalement, en fait, c'est ce que je fais. Hein. De toute façon, la définition de soliloque, c'est ça. C'est je raconte ce qui se passe dans ma tête. Donc bon, ce sera peut-être pas... J'avance dans mes pistes, ce sera peut-être pas sur ma chaîne YouTube, mais peut-être plus sur ce podcast en fait. Après, il y avait une autre piste, utiliser YouTube, les réseaux sociaux, juste pour le business. Juste, c'est t'as un produit, t'as un service, tu le vends et tu utilises les réseaux sociaux juste pour gagner ton pain, pour gagner de l'argent, et c'est tout. Et en fait, cette solution-là, ce truc-là, c'est quelque chose que j'avais déjà fait. Moi, à la base, quand j'ai commencé YouTube en 2018,
c'était d'un point de vue business. En fait, j'avais créé une méthode pour apprendre des langues en autodidacte, et le contenu que je faisais, c'était dans le but de parler de mon offre, de créer un business autour de ça, en fait, et de gagner de l'argent avec la création de contenu. Et, et en fait, j'ai arrêté parce que il y a un aspect qui me plaît pas, et c'est pour ça que je ne l'envisage plus aujourd'hui. Je pourrais pas créer du contenu juste pour vendre un service ou un produit en mode business pur, parce que moi, ce que je faisais à l'époque, ça m'a saoulé à un moment, parce que en fait, j'en avais marre. En fait, intellectuellement, développer un business, ça me stimule pas assez, ou en tout cas, c'est pas la façon dont j'ai envie d'être stimulé. Parce qu'en fait, je parle toujours de la même chose. Alors vous allez me dire, oui, mais tu peux parler de ton produit, de ton service, d'angles différents, tu peux toujours faire des styles de vidéos différents pour parler de ton produit, en faire la promotion, mais non, c'est pas quelque chose qui m'épanouit. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté, en fait, hein. Parce que quand j'avais fait ce truc-là, coréen en un an, je voulais en même temps me prouver que j'arrivais à générer de l'argent sur Internet. Je l'ai fait. J'ai dépassé ma barrière psychologique qui était de 2000 € par mois. Et après, ça m'a saoulé, en fait. Ça m'a ennuyé et j'ai direct arrêté. Donc, bon, bah, ça, c'est une piste aussi aujourd'hui, que je n'envisage pas. Il y avait une autre possibilité que j'ai envisagée quand j'étais dans ma pause créative. Vous savez, je passais quand même pas mal de temps sur Internet à regarder ce qui se faisait, etc. Et en fait, j'étais tombé sur des vidéos, pas mal de chaînes YouTube qui faisaient du contenu développement personnel. Donc ça m'intéressait, j'y jetais un œil parce que je pense que je fais partie de la niche quand même. Et ces gars-là, ces chaînes, ont eu une croissance assez rapide. Ils avaient des vidéos qui ont pas mal pété, ils ont fait beaucoup de vues. Et je me suis intéressé à ça parce que voilà, créateur de contenu, c'est mon métier. Tous les autres pistes là dont je vous ai parlé juste avant, ça m'intéressait pas, donc je me suis dit ok, pourquoi pas devenir ce genre de mec qui fait des vidéos comme ça, qui font beaucoup de vues, et voilà, aller sur cette piste. Et en fait, ça m'a pas du tout intéressé. Déjà, je vais vous parler un peu de c'est quoi ces genres de vidéos. C'est des vidéos où c'est des gars, on voit pas leur tête. Ils vont parler, ils vont donner des conseils de développement personnel. Vraiment, là, je vous parle de dev perso de base, hein, les trucs du genre comment avoir confiance en soi, comment réussir, vraiment les sujets très basiques. Et en fait, c'est des gens, ils vont faire beaucoup de vues, ils vont parler de sujets de développement personnel, mais en fait, il n'y a pas de... Moi, ce qui me dérange, c'est que derrière, il n'y a pas de backup, il y a pas de track record, on ne sait pas ce qu'ils ont fait, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de vidéo de ce qu'ils ont fait, il y a pas de performance sportive, il n'y a pas de screen de compte en banque, il n'y a pas de... J'ai vu des mecs faire des vidéos comme ça sur les langues étrangères, où ils disaient comment apprendre une langue, et le mec, la vidéo a explosé, hein, et le mec, à aucun moment dans sa vidéo, on le voit euh, produire un niveau C1, C2 en tchèque. Le gars, juste, il balance des conseils, en fait. Et ça me dérange, parce que ce genre de... Enfin, ça me dérange, c'est personnellement, je me vois pas faire ça, parce que ce genre de youtubeurs, de créateurs de contenu, en fait, c'est juste des gens qui vont faire des résumés de livres. Et c'est ça qui me dérange dans le développement personnel, c'est qu'en fait, à la fin, si tu veux réussir sur cette niche, c'est-à-dire être productif, avoir des abonnés, en fait, tu vas juste faire de la théorie, juste des résumés de livres, parce que tu n'auras pas le temps d'être un youtubeur professionnel productif dans cette niche de dev perso, et en même temps, à côté, avoir des hauts faits et des achievements. Et ça me dérange, parce que c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie d'être. Je serais pas à l'aise en faisant ça, en fait. Tu vois, typiquement, moi, je préfère être moi qui va faire une vidéo sur le Mexique, où je vais vous montrer, où en fait, je vais pas vous faire une vidéo top 7 des conseils pour avoir confiance en soi. Non. Là, c'est des tests de la vraie vie. En fait, je vais au Mexique, je vais dans la première salle de Canelo. Là, c'est un vrai test de confiance en soi et de comment tu réagis dans une situation stressante. T'es contre des mecs, c'est des monstres, c'est des boxeurs mexicains professionnels. Ils s'entraînent tous les jours. Tu les vois, ils font des sparring, ils s'arrachent la tête. Et là, t'es dans cette situation, Paolo, tu apprends la boxe anglaise, tu vas faire des sparring contre ces mecs-là. Là, t'es dans le dur, t'es dans le vrai, t'es sur le terrain. Est-ce que les conseils que t'as lus sur la confiance en soi, sur gérer des situations stressantes, est-ce que tu peux les appliquer là maintenant dans une situation réelle? Oui ou non? Eh ben non.
Moi, non, je me suis fait défoncer la gueule. Je me chiais dessus. Je savais pas quoi faire. Je me suis fait chasser comme un lapin. Euh, le mec m'a explosé la gueule. Et j'ai pas réussi à gérer mon stress. J'ai pas réussi à être en mode full confiance. Je me suis fait défoncer. Bah voilà. Là, c'est du concret. C'est je te montre. Est-ce que tu arrives à avoir confiance en toi? Il n'y a pas de conseils, de trucs que tu as lus dans les livres, de résumés de livres. Non, on s'en bat les couilles. C'est là, tu es dans une situation où tu as besoin d'avoir confiance en toi au max. Est-ce que tu y arrives, oui ou non? On veut voir les trucs. Bref, bref. Et je sais toujours pas pourquoi ces vidéos, il y a des personnes qui les regardent. Je comprends pas pourquoi. Parce que derrière, il n'y a rien, il n'y a pas de backup, on sait pas. Le mec, on voit pas son visage et tout. Enfin bref, je vais arrêter de parler de ça parce que j'ai pas envie que ce soit une critique ou quoi. Là, je parle surtout pour moi. En fait, c'est ce que j'ai vu, c'était une anti-vision. En fait, c'est quelque chose que je n'ai pas envie de devenir. J'ai pas du tout envie de devenir ça, même si ça fait des vues, même si. Ouais, je sais pas pourquoi les gens y regardent ça, mais je pense que plus on va avancer là dans l'ère d'internet, des réseaux sociaux, moins il y aura de place à ce genre de créateurs parce que c'est pas possible ou alors c'est un public très jeune, je sais pas. Mais voilà, donc cette vision-là, je l'ai écartée parce elle me plaît pas non plus. Et ce qui me dérange aussi dans ce choix de carrière, c'est que quand tu vas parler de productivité, de discipline, de travail, de réussite, tout ça, en fait, ce sera les conseils, tu vas aussi les appliquer à toi-même, mais en fait, un YouTuber développement personnel, le pic de sa carrière, ça va être. Enfin, pourquoi il aura fourni des efforts, sa discipline aura servi à quoi? Sa discipline et ses efforts auront servi à créer des vidéos et à être régulier dans la publication de vidéos qui parlent de comment être comment être discipliné, comment bien travailler, comment être productif. Et ça me dérange parce que j'ai l'impression que ça fait un serpent qui se mord la queue. Parce qu'à la fin, tu vas avoir un YouTuber qui va avoir beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés, qui va dire avoir réussi. Et oui, d'un côté, il aura réussi dans son domaine, mais en fait, son domaine, c'est juste faire des vidéos où tu fais des résumés de livres et où tu optimises tes titres et tes miniatures pour grossir sur le réseau. Je sais pas si vous me suivez, mais ça, c'est un truc que j'aime pas en fait. Et moi, je suis plus dans une optique là, plutôt du coup, de me détacher et de reculer un peu plus des réseaux sociaux pour développer d'autres choses à côté. Que ce soit dans les langues, dans le sport, dans l'entrepreneuriat. Et après, plus tard, pourquoi pas faire des vidéos comme ça, mais encore, c'est pas forcément un format que j'aime, mais pourquoi pas, hein, je lis pas l'avenir, hein, je sais pas de quoi l'avenir est fait, et peut-être que ce sera un format avec lequel je serai OK plus tard, quand justement il y aura des trucs pour backup, il y aura des achievements derrière, et que ce sera pas des conseils euh, ressorti, enfin réchauffé de livres, de mecs qui a lu un livre et qui a regardé une vidéo YouTube. Voilà. Donc c'est pour ça que là, je suis plus dans quelque chose en dehors des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, un truc que j'avais envisagé aussi, l'année dernière, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas. Enfin, quand j'ai fait les podcasts un peu avant que j'avais commencé à faire les podcasts à mon premier podcast, je me suis dit, mais pourquoi pas, bah, arrête les réseaux et en fait, va à Taïwan, va travailler, fais un job random, même serveur, j'en sais rien, même si tu gagnes le SMIC, on s'en fout. Juste fait un. En fait, c'était juste pour le plaisir de se retrouver dans un environnement sinophone et juste d'avoir ce mode de vie où en fait tu penses que en chinois, tu es entouré que de la langue chinoise. Je sais pas, c'est quelque chose qui m'aurait vraiment plu de tester un nouveau mode de vie. Et même si je gagnais beaucoup moins d'argent, si je gagnais le SMIC et tout, je m'en fous. Mais bon, avec du recul, c'est un très mauvais choix. C'est assez bête de faire ça, de tout lâcher, ce que j'ai construit, ce que j'ai fait sur les réseaux, et de partir faire ça, de repartir à zéro dans un truc comme ça où j'ai aucun contact, aucun rien du tout. Après, c'est stimulant, c'est fun de repartir à zéro et de refaire une nouvelle aventure. Mais c'est pas très intelligent en fait. Et puis il y a d'autres moyens. Aujourd'hui, je sais, il y a d'autres moyens que je peux utiliser pour me retrouver pour utiliser la langue chinoise, pour être entouré de la langue chinoise et de faire un projet par rapport à ça. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est dans mon esprit. Là, c'est pas un projet sur le court terme et le moyen terme, mais j'ai envie de faire un truc avec le chinois, c'est pour ça que je l'étudie tous les jours. Mais voilà, bon, patience. Mais
Voilà, je voulais vous parler aussi de ce truc-là que j'avais envisagé, mais c'est pas une bonne. Non, non, c'est pas une bonne idée, Paolo. Tu vas faire autre chose avec le chinois, patience, mais tu vas pas devenir serveur à Taïwan. C'est ridicule. Donc aucune de toutes ces voies me plaît, il y en a aucune dans laquelle j'ai envie de m'engouffrer, mais j'ai quand même trouvé depuis une réponse, une solution à ça. J'ai trouvé le chemin que j'ai envie d'emprunter, et aujourd'hui en fait il est très très clair. Ce que j'ai envie de créer sur Internet, ce que j'ai envie de faire, de partager, c'est super clair. J'ai une vision un peu de la fin de ce que je veux créer sur Internet, c'est-à-dire c'est un peu comme s'il y avait un gigantesque mood board avec toutes les miniatures de mes vidéos, tous mes podcasts, tout ce que j'aurais pu écrire en newsletter, n'importe quoi, les produits que j'aurais pu créer. Tout, j'ai déjà la vision de fin en fait. Et, et du coup, c'est hyper. Enfin, c'est trop bien en fait. Je me sens trop bien avec ça. Et ça fait que tous les matins, je suis vraiment obsédé par ce que je fais, parce que j'ai envie de créer l'humain que j'ai envie de devenir. Et c'est trop bien. Et du coup, je vais aller vers ça. Donc, l'ADA, j'avais écrit quelques mots pour résumer un peu ce que je vais faire. Je vais vous les lire, mais il y avait quoi? Globalement, c'est de l'exploration. J'ai envie d'être un explorateur de la pensée, même du monde, de différents modes de vie aussi, de tester des modes de vie alternatifs, de tester des choses, en fait, d'être un cobaye, l'apprentissage, le sport, la philosophie, la réflexion, l'introspection, la recherche de vérité. En règle générale, je pense que c'est un peu ça qui guide aussi mes réflexions, même si, en fait, je ne suis pas du tout attaché à la vérité. C'est-à-dire que là, en fait, cette recherche de vérité, on va dire que c'est juste pour le plaisir d'être sur le chemin de. Mais la vérité, je ne suis pas du tout attaché à la trouver ou pas. En fait, si je ne la trouve pas, je m'en fous. En fait, c'est juste sur le, le plaisir du voyage. C'est ça que j'aime bien et c'est ça que j'ai envie de faire. Donc aujourd'hui, c'est plus du tout une question que je me pose de qu'est-ce que je vais faire sur ma chaîne YouTube, quelle direction artistique, quelle vidéo, quelle niche. C'est plus du tout une question que je me pose. En fait, je vais juste faire tout ce que j'ai envie de faire, ce qui me passe par la tête, peu importe le format, en fait, finalement. Ça va toujours être cette base-là que je viens de vous énoncer, et peu importe le format, parce que je sais que ça c'est quelque chose qui me prenait beaucoup la tête, et aujourd'hui j'ai plus envie de... J'ai plus envie de me prendre la tête avec ça. Je crois que j'ai trouvé aussi un peu ma mission. Je crois que... Ça j'ai eu du mal à le comprendre, parce que vous savez, en fait, quand on est dans sa tête, on a l'impression que tout le monde est un peu comme nous. Mais je pense que comparé à la moyenne, j'ai quand même une tendance à l'introspection, à réfléchir, à penser, qui est quand même plus poussée, je pense, que la moyenne. Et en fait, ce truc-là, je dois le mettre à disposition des autres et à disposition du monde. C'est-à-dire que, en fait, il y a des gens qui viennent sur Terre juste pour vivre et ils se posent pas de questions. Et moi, je fais pas exprès, c'est comme ça, mais je me pose des questions de tout. Je suis obligé de penser tout ce que je fais. Et en fait, ce truc-là, de ce que j'ai vu aussi des retours des gens qui font sur mes vidéos, sur mon contenu, ils aiment bien ça. Et je pense que j'ai un devoir de le partager. De partager ces réflexions sur tout, en fait. Sur tout ce qui se passe, sur tout ce que je fais. Parce que j'ai l'impression que ça aide les gens, en fait. Et, euh, et je crois que c'est ma mission, en fait. De, de profiter de cet avantage ou de cette malédiction qu'on m'a donnée à la naissance, de devoir tout intellectualiser, tout décortiquer, tout analyser. En fait, je peux pas juste faire les choses. Je suis obligé de les analyser après et d'en tirer des leçons, des conclusions ou des... Ouais. Et du coup, c'est ça ma mission, en fait, que le ciel, que Dieu, j'en sais rien, vous mettez le mot que vous voulez, m'a donné. Et du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais m'abandonner à ma mission et on va y aller. Du coup, en fait, je dois publier ces limites, c'est un devoir. Surtout que j'ai tellement d'idées, il y a tellement de trucs dans ma tête que je peux pas me permettre de garder ça pour moi, tellement j'ai des idées. Surtout que, les gars, je me suis rendu compte qu'il y a des créateurs de contenu qui sont obligés de demander à ChatGPT
des idées de vidéos et de contenu. Et à partir de là, je me suis dit, Paolo, en fait, c'est ça ta mission. Tu vois, toi, en fait, tu as trop d'idées, il faut que tu les balances, il faut que tu crées. Tu peux pas garder ça pour toi, c'est égoïste. Aide les gens de cette manière. Donc voilà, c'est surtout ça qui m'a aidé en fait à retourner dans la création de contenu. Là c'est parti, je vais enclencher, il y a plein de trucs qui sont prêts, il y a plus de... Je me pose plus les questions que je me posais avant. Donc voilà, bonne nouvelle. Et avec ça, on peut mettre un terme, un point à la question qui restait en suspens dans ce premier épisode de podcast que j'ai publié sur Soliloque. C'est bon, maintenant, on peut passer à la suite. Bravo, bravo, bravo. Ce qui me permet tout ça, ce qui me permet de trouver cette solution et de prendre cette décision aujourd'hui, c'est que je suis dans un nouveau contexte qui a tout changé, un contexte financier qui fait qu'aujourd'hui, tout mon business, comment je gagne mon argent, ça ne dépend que de Instagram. En fait, je gère tout mon business depuis Instagram. Je pourrais tout arrêter à côté et je gagnerais quand même bien ma vie, juste avec Instagram. Et ça, c'est génial. Pourquoi ? Parce que ça m'enlève une pression de dingue sur YouTube. Ça veut dire que maintenant, YouTube, je peux l'utiliser sereinement. Parce que je vais pas vous le cacher, un des trucs qui me freinait sur la création, c'était aussi si je voulais faire des réseaux sociaux de ma chaîne YouTube mon métier, il fallait que je réfléchisse à une stratégie sur le long terme pour pouvoir gagner ma vie avec ça. Et aujourd'hui, le fait que YouTube, en fait, ça va être juste un plus, un bonus, et je pourrais créer ce que je veux, c'est génial, parce que du coup, je m'en fous de combien de vues je vais faire. Bon, là, ce sera juste pour l'ego, on va dire. C'est toujours cool de faire plus de vues. Mais en soi, ça n'aura aucun impact... financier sur le court terme. Et même sur le long terme, en fait, ça pourrait être encore mieux, parce que justement, en fait, juste, je vais produire et je vais faire des trucs qui me plaisent, que j'ai envie de faire. Donc je pense sur le long terme, sur le très long terme, pardon, c'est excellent. Et cette opportunité que j'ai eue là avec Paul, que Paul m'a proposé, parce que c'est lui qui est derrière Monteur Pro, c'est le cerveau, c'est les mains de, de, de Monteur Pro, en fait, ça a créé une situation dans laquelle je me sens très bien, où je suis vraiment épanoui et qui m'aide en fait du côté de la création de contenu, parce que comme je vous ai dit, du coup j'ai pu à me prendre la tête en fait avec YouTube. En fait la première chose moi qui me rend heureux dans cette situation, c'est de travailler avec Paul en fait. Parce que Paul, il faut savoir, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, très longtemps. En fait, j'ai vraiment vu ses débuts et toute son ascension, on va dire. D'ailleurs, ce serait cool à un moment de l'inviter dans le podcast pour discuter de ça avec lui, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est différent des autres. Et souvent, en fait, sur Internet, on peut voir des ovnis, vous savez, le genre de jeune de 18 ans, 20 ans qui fait des trucs un peu extraordinaires. Et tu te dis, ok, ça, c'est en fait, c'est des gens qui sont que sur Internet, tu les vois pas en vrai. Et en fait, avec Paul, moi, je vois que si, ce genre de personnes existent en vrai. C'est des gens qui sont en dehors de l'ordinaire. Parce que ce qu'il fait à son âge, en fait, vous vous rendez pas compte la pression que tu as au quotidien et les responsabilités et comment ton cerveau doit fonctionner au quotidien quand tu crées une entreprise comme ça. Il y a plein de gens qui n'ont pas les épaules pour le faire. En fait, c'est comme si tous les matins, tu te réveillais et tu devais porter un immeuble sur ton dos. Et t'avances dans ta journée comme ça. En fait, t'avances avec une charge immense en plus des autres. En fait, donc ton cerveau doit fonctionner plus que les autres, ta concentration, le stress. Et ça, c'est incroyable, c'est impressionnant. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est assez romantisé. Mais en fait, en voyant ce que fait Paul, quand tu fais un truc sérieux, quand tu as de l'ambition, que tu commences à recruter, que tu dois gérer des gens, non, c'est pas fait pour tout le monde. Et d'ailleurs, la dernière fois, j'avais une discussion avec lui, et il m'avait dit ça, il m'avait dit, il y a un truc qu'il avait compris justement là, par rapport à là où il en est arrivé aujourd'hui, c'est que, en fait, il conseille vraiment pas aux gens de faire ce qu'il fait, parce que c'est trop dur.
C'est trop trop dur. Et en fait, je crois qu'il avait dit un truc du genre, si t'as pas des bonnes raisons d'entreprendre, de créer une entreprise, de créer un business, ne le fais pas. Il faut vraiment des raisons ultra solides parce que c'est la guerre. Tous les jours, c'est la guerre. Et moi, il m'impressionne parce que franchement, c'est pas quelque chose que je pourrais faire. Et d'ailleurs, on avait eu une discussion à l'ancienne, il y a plein d'années. Bah, c'était à l'époque quand on était à l'atelier Missor à Nice. Je sais pas pourquoi cette conversation, elle m'a marqué parce que je me rappelle exactement où c'était à Nice. On se promenait, donc on allait vers la coulée verte, plutôt du côté, dans les rues, du côté du lycée Masséna. Je crois que c'était pas loin de là, là où il y a le... Oh, on s'en fout de ce détail. Il y a un chenil là où ils vendent des chiens et tu les vois à travers la vitre. Bref, on s'en fout. Mais cette conversation, c'était là, on marchait. Et en fait, il se posait la question. Il était aussi dans la création de contenu, l'entrepreneuriat, ça l'intéressait. Il avait un peu les deux pieds dans les deux trucs. Et moi aussi, en fait, moi, les deux domaines m'intéressaient depuis très longtemps. Et, euh, et on se posait la question, ouais, est-ce que moi je suis plus créateur de contenu, est-ce que je suis plus entrepreneur? Et en fait, aujourd'hui, là, quelques années plus tard, on le voit vraiment que lui, c'est un pur entrepreneur, il a les capacités pour faire ça. Et moi, je suis largement moins bon entrepreneur, mais je suis plus créateur de contenu. Après, aujourd'hui, en vrai, les deux se mélangent, parce que si t'es créateur de contenu, t'es obligé d'avoir des bases en entrepreneuriat, t'es obligé en fait, sinon tu survis pas. Et quand t'es un entrepreneur, aujourd'hui, la création de contenu, c'est obligatoire. C'est obligatoire, soit pour juste exister, ou alors pour faire partie du top 1% et exploser les plafonds et être au top du top. Bref, pourquoi je vous parle de ça? Oui, c'était pour vous parler de Paul. Ben, en fait, ça fait très longtemps que je le connais. On a bossé sur plein de projets ensemble. On a galéré sur plein de trucs. On a foiré plein de trucs. Ben, notamment, il était avec nous sur Arancino. Et en fait, le fait d'être dans des galères comme ça, en fait, ça soude et ça augmente la confiance. Et tu connais mieux la personne. Et du coup, en fait, ça, aujourd'hui, le partenariat que je fais avec Paul sur Monteur Pro, donc qui est notre accompagnement pour former des gens au montage vidéo et à en faire que ça devienne leur métier, et ben en fait, un partenariat comme ça, je n'aurais pu le faire qu'avec Paul parce que j'ai complètement confiance en lui humainement, mais aussi en lui professionnellement. Son professionnalisme et ce qu'il met dans ce qu'il crée en termes de business et d'entrepreneuriat. Parce que j'ai eu d'autres propositions avant ou même après, et en fait, je le... pas que je le sens pas, mais en fait, j'ai vraiment du mal à donner ma confiance euh, à ce niveau-là. Parce que j'ai beaucoup à perdre. Comme je suis exposé publiquement, si c'est de la merde, j'ai énormément à perdre. Et ça me fait penser à une phrase, je crois que c'est la phrase de Naval Ravikant qui me marque le plus, mais il disait un truc du genre jouer à des jeux long terme avec des gens long terme. Et aussi, il dit, si tu peux pas travailler juste une journée ou une heure avec une personne, arrête la collaboration directe. Il faut que si tu veux collaborer avec quelqu'un, travailler avec quelqu'un, déjà tu testes une journée. S'il commence à avoir plein de trucs qui te titillent ou que t'aimes pas ou quoi avec la personne, en fait ça sert à rien d'aller plus loin parce que sur le long terme ça va pas marcher. Et justement avec Paul j'ai ce truc là que en fait c'est quelqu'un long terme, c'est un humainement long terme, ça se passe bien, ça va bien se passer avec Paul et le jeu peut être long terme du coup. Et bref, donc bon, bah, ça c'est pour parler de le premier truc sur Monteur Pro. Et aussi, ça m'a appris un truc, c'est que, en fait, dans l'entrepreneuriat, je pense que les premiers trucs qui vont t'attirer quand tu vas créer quelque chose, c'est de te dire déjà, est-ce que ça rapporte? Est-ce que cette activité rapporte? Donc tu vas le faire, tu vas pas la faire. Si elle rapporte beaucoup, tu vas la faire. Après, le deuxième palier, c'est est-ce que cette activité m'intéresse profondément? C'est-à-dire que là, tu as dépassé un stade où tu peux plus juste faire les trucs pour de l'argent, il faut vraiment que ça t'anime, que ça te plaise. Et après, tu as un autre stade que j'ai découvert, c'est en fait juste avec les personnes avec qui tu le fais. En fait, finalement, ce que tu gagnes ou, euh, ou le produit ou le service en tant que tel, c'est pas ce qui t'intéresse le plus, mais c'est juste parce que t'es avec des gens que t'aimes bien, et juste le fait d'être dans le game avec eux, c'est cool. Parce que moi, j'ai ce sentiment aussi que, ben, je l'aide aussi. C'est un gars qui était avec moi dans des moments où c'était ultra compliqué, typiquement Arancino.
Là, c'était moi qui avais le projet sur les épaules et je me suis ramassé, enfin, je savais pas ce que je faisais et tout. Et c'est quelqu'un qui était avec moi qui m'avait aidé. Et là, je me dis, il y a aussi ce truc-là où ben, je l'aide une personne qui a été importante dans ma vie et qui est importante dans ma vie. Donc, ben, nouvelle découverte en fait, nouveau degré de conscience. Après le combien tu gagnes et qu'est-ce que tu fais, il y a aussi avec qui tu fais les choses. Après, l'autre chose aussi de pourquoi cette situation est bien pour moi, c'est que là, ce que fait Paul, c'est un vrai produit de qualité, c'est un vrai service de qualité. Parce que, en fait, il est en train de changer la vie des gens. Bon, déjà moi, hein, en m'offrant cette possibilité, parce que, en fait, Paul n'aurait pu ne jamais être faire partie de ma vie, et j'aurais jamais eu cette opportunité de travailler avec lui. Et aussi, il permet à des gens de se reconvertir professionnellement ou d'avoir des nouvelles opportunités en fait, qui étaient un peu perdues dans leur vie, qui ne savaient pas quoi faire comme métier. Et là, hop, on te forme plus rapidement que dans une école, à moindre coût, et tu as un métier où il y a de la demande, et tu vis, tu as un job. Donc, ça, faut quand même le, le comprendre. Parce que quand tu es entrepreneur, c'est vrai que tu as beaucoup de responsabilités, mais c'est récompensant dans le sens où tu changes aussi la vie des gens, de tes clients, si tu fais bien les choses. Et là, Paul fait très bien les choses. Et d'ailleurs, les personnes qui me demandent... bon, c'est pas censé être une pub pour Monteur Pro, mais juste je vous le dis parce que c'est le sujet du podcast. En fait, ça a été un game changer dans moi, ma situation et ce qui va arriver pour la suite. Il y a des personnes qui me demandent, qui me demandent en privé sur Instagram, mais Paolo, du coup, c'est quoi la différence ou pourquoi je dois aller chez vous, chez Monteur Pro, plutôt que chez quelqu'un d'autre, plutôt que chez X ou Y, et il va me donner des noms de personnes qui ont aussi des formations ou des accompagnements dans le montage vidéo sur Internet. Parce que Monteur Pro, c'est pas la seule proposition sur le marché. Et en fait, j'ai envie de vous dire, les gars, la réponse est très simple, c'est qu'avec Monteur Pro, t'as du boulot en fait. À la fin, t'as du boulot. Et c'est ça qui est magique et pourquoi ce que Paul a créé, c'est exceptionnel, c'est que, et c'est tout à son honneur parce que c'est 2 fois plus de travail, c'est qu'à côté, il a aussi une agence de montage vidéo. C'est-à-dire qu'il a aussi il a des clients qui ont besoin, il a beaucoup de clients qui ont besoin de beaucoup de montage vidéo parce qu'on s'en rend pas compte, les gars, mais le montage vidéo, c'est pas juste les vidéos que vous voyez sur YouTube de YouTubeurs. C'est aussi toutes les pubs que vous voyez sur Facebook, sur Instagram, tout ça. Et ça, c'est des mecs qui ont de l'argent, qui font beaucoup de tests. Ils ont besoin de beaucoup de pubs et donc de beaucoup de montage vidéo. Et donc de freelance, des mecs qui bossent. Ils ont besoin de monteurs vidéo. Il y a du boulot. Et Paul, il a beaucoup de clients avec son agence. Et en fait, le fait d'avoir Monteur Pro et Aurora, son agence, en fait, il peut former des monteurs vidéo et en même temps, après, quand ils sont formés et qu'ils sont prêts, leur donner des missions parce que lui, il a du taf. Et ça crée quelque chose d'unique sur le marché de la formation au montage vidéo. C'est que chez Paul, chez Monteur Pro, il y a du taf. Et c'est quand même l'essentiel parce que quand tu vas à l'école, quand tu te formes, à la fin, bon, sauf si tu vas passer des diplômes ou faire des formations juste par curiosité pour le plaisir d'avoir une compétence, quand même, la majorité des gens, ils font ça parce que ils ont besoin de travail en fait. Ils cherchent un emploi, ils cherchent du travail. Donc voilà la grosse différence et pourquoi moi ça me aussi personnellement c'est très épanouissant de savoir que il y a ce genre de dynamique qui se crée. Et la dernière chose aussi c'est que en fait le fait d'aider les gens à devenir freelance, c'est pas mal en adéquation avec ma philosophie du moment qui est beaucoup, je dois vous le dire, sur le voyage. Enfin, déjà sur la liberté, mais aussi là, en ce moment, beaucoup sur la liberté géographique et le voyage, parce que je voyage beaucoup. En fait, il faut savoir que, rapidement, je vais parler de moi, de mon enfance, mais en gros, là, je profite de voyager parce que quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, je crois mon premier voyage, je l'ai fait, j'avais 20 ans, avec l'argent de la bourse à l'université. Sinon, j'ai jamais voyagé, j'avais jamais pris l'avion, j'avais jamais quitté la France à part avec des voyages scolaires, genre en Angleterre, au collège, mais c'est tout. Et en fait, pendant un gros moment, moi, ça a été un gros complexe en fait, de pas voyager, de pas partir en vacances, surtout de pas partir en vacances, et même un complexe général de ma classe sociale, mais ça peut-être on en parlera plus parce que ça a été
une découverte qui m'a fait comprendre pas mal de choses sur moi-même. J'étais longtemps complexé de ma classe sociale. J'avais un peu la rage de... J'en veux pas à mes parents, parce que c'est pas de leur faute. Mais juste de pas pouvoir, en fait, partir en vacances comme tout le monde. Ou voyager, aller dans des pays, faire des trucs, aller au ski et tout. Juste, en fait, je voyageais pas parce que bah, mes parents n'avaient pas d'argent du tout à mettre dans des voyages, en fait. Et pendant longtemps, ça a été une frustration. En fait, je voulais même pas forcément voyager, mais juste de savoir que je pouvais pas le faire, que j'étais pas comme les autres à ce niveau-là, ça me frustrait énormément. Et d'ailleurs, anecdote très drôle, mais en fait, moi, j'ai des origines martiniquaises et italiennes, de Sicile plus précisément. Et à chaque fois, quand j'étais jeune, au collège, au lycée, surtout au collège, quand on me parlait de ça, quand on me parlait des origines, j'ai dit, ouais, moi, bah, mon grand-père, il est martiniquais, mon autre grand-père, il vient de Sicile et tout. À chaque fois, on me disait, oh, trop bien, du coup, t'es déjà allé là-bas, c'est comment, est-ce que c'est bien, nanana. Ou même, il y a des personnes qui peuvent dire, ah ouais, moi, j'y suis déjà allé, nanana, c'était trop bien. Et toi, t'y es allé? Et en fait, à ce moment-là, j'avais trop honte de dire que je n'y étais jamais allé. Parce que juste, en fait, financièrement, on ne pouvait pas y aller. Et en fait, de me dire que moi, mes ancêtres venaient de là-bas, et en fait, j'ai jamais pu y aller. Tandis qu'il y a des gens qui n'ont aucun lien de famille et de parentalité, peut-être, avec des gens de ces pays-là, ont pu aller. En fait, bah, j'avais trop honte et du coup à chaque fois je mentais et j'avais honte aussi de pas voyager. Du coup à chaque fois je disais ouais j'y suis allé ouais l'année dernière, ah ouais c'était trop bien. Et c'est tout en fait, la conversation elle s'arrête ici parce que bah en fait j'y étais jamais allé, donc je savais pas quoi dire de plus sur le pays. Je pense que j'avais pas assez d'imagination pour donner des détails sur comment c'était, mais juste je mentais et je disais ouais ouah, trop bien et j'y reviens l'année prochaine, alors que c'était du mytho, juste j'avais trop honte. Bref, tout ça pour vous dire que ce truc-là, moi, je fais l'expérience maintenant du voyage et j'apprécie beaucoup. Et, donc pour accrocher à mon tort pro, freelance, être freelance, ça te donne une certaine liberté. T'es pas libre, de toute façon on n'est jamais libre à 100%, on dépend toujours de quelque chose, mais en tout cas, géographiquement, t'es libre. Tu peux bosser de où tu veux. Et ça, c'est génial. Et c'est pour ça que quand je fais la communication de Monteur Pro sur Instagram ces derniers temps, je parle beaucoup de ça parce que moi, c'est un truc qui est en plein dedans avec moi. Parce que je vois que c'est une chance, franchement. Après, enfin, moi, je suis pas là pour vendre du rêve aux gens. C'est pas tout beau, tout rose. Mais c'est une possibilité, c'est des aventures, c'est une période de vie qu'on peut avoir, de vivre à l'étranger et de pouvoir travailler, de pas juste aller à l'étranger pour des vacances. Moi, je sais que c'est sûrement juste une période de ma vie. Plus tard, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, aujourd'hui, je kiffe bien, c'est ce que j'ai envie de faire, et c'est cool que Monteur Pro, donc le produit dans lequel je travaille, que je collabore avec Paul, et ben en fait, il permet aussi cette liberté-là. Donc voilà, c'est génial, tout ça pour vous dire, la situation est trop bien. Je suis vraiment content parce que du coup, Monteur Pro, ça match sur tous les points. Humainement, philosophiquement, financièrement, tous les feux sont verts. Et moi, ça va surtout me donner l'opportunité en fait de recréer sereinement sur YouTube sans me prendre la tête avec une vision long terme de ah il faut que ça ces vidéos respectent tel truc, il faut que ma DA respecte telle ligne pour que je sois dans les clous et tout. Non, on veut plus de liberté et là voilà, là on se rend compte aussi que l'argent c'est important parce que ça en tout cas moi là ça m'offre, je peux m'acheter une liberté créative et ça c'est génial. Et là, vous vous dites, bah ok Paolo, trop bien, mais je vois quand même que tu sors du contenu. Sur Instagram, tu sors du contenu. Sur YouTube, il y a quand même s'il n'y a pas beaucoup de vidéos cette année dernière, il y a eu quand même des vidéos. Et est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi c'est en rapport avec les sports de combat? Pourquoi tu parles de ça? Pourquoi tu fais que des vidéos dans cette niche-là? Qu'est-ce qui a changé? J'aurais plus le droit à mes vidéos d'avant que j'aimais bien, sur lesquelles je t'ai découvert. Comment ça se fait que là, pour l'instant, sur ta chaîne, c'est ça? Eh ben, y a plusieurs raisons, desquelles je vais vous parler là. Bon, la première chose, on va passer très rapidement dessus, c'est que là, depuis quoi? 1 an et demi, 2 ans, j'ai redécouvert le sport. Donc oui,
Les sports de combat, ça me fait plaisir. Je prends beaucoup de plaisir dans la pratique. Je découvre un truc. J'aime bien, j'ai envie d'en parler. Hein, c'est un peu comme ce que j'ai fait depuis le début que je suis sur Internet. Quand il y a un truc que j'aime bien, j'en parle. Bon, ok. Mais il n'y a pas que ça. En fait, ce que je suis en train de créer là avec les sports de combat, ça me permet de faire quelque chose que j'adore, c'est raconter une histoire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis obsédé par le storytelling. Le fait de raconter des histoires. C'est quelque chose que j'aime bien faire, mais en fait, plus que aimer faire, je crois que je suis obsédé par ça. Je sais pas, c'est mon cerveau qui est câblé comme ça, mais en fait, il voit des histoires partout. Tout ce qui m'entoure, je vois comme une potentielle histoire qui peut être racontée, qui peut être écrite, qui peut être partagée. Euh, que ce soit par rapport à moi, à ce que je vis, par rapport à ce que les gens vivent autour de moi, ce que j'observe, ce que je consomme comme contenu, je vois qu'il n'y a que des histoires plus singulières les unes que les autres, tous des histoires uniques qui peuvent être partagées, qui peuvent faire passer des beaux messages, qui peuvent être divertissantes, et même des histoires moins extraordinaires, hein, parce qu'il y a aussi une beauté dans les histoires très simples et ordinaires, banales, etc. Mais voilà, en fait, je suis obsédé par ça. Mon, mon cerveau fonctionne qu'en histoire. Il est tout le temps en train de créer des histoires. Et ce truc-là, ce que je fais du gars qui voyage dans le monde pour apprendre les sports de combat, cette histoire-là, ça me permet d'écrire l'histoire ultime. Pourquoi je dis l'histoire ultime? Qu'est-ce que c'est l'histoire ultime? En fait, cette histoire-là, de voyager et d'apprendre les sports de combat, je vois comme l'application au premier degré du voyage du héros. Alors, le voyage du héros, rapidement, pour ceux qui ne savent pas, c'est une technique de storytelling qui a été théorisée par un gars qui s'appelle Joseph Campbell. En fait, c'est un gars qui a étudié la mythologie et il s'est rendu compte, partout dans le monde, que les textes mythologiques, les histoires mythologiques partout dans le monde, elles suivent à peu près la même trame narrative. Du coup, il a théorisé ça et ça s'appelle le voyage du héros. En gros, après, plus tard, il y a plein de scénaristes qui ont utilisé ce schéma, et moi aussi que j'utilise pour mes vidéos, pour créer des films, pour raconter des histoires. Et ce voyage du héros, ce schéma, il respecte un certain nombre d'étapes, je crois que c'est 12, mais ça change avec... Enfin, il y a plusieurs écoles, mais bref, il y a des étapes avec des noms particuliers comme l'appel à l'aventure, euh, la rencontre avec le mentor, l'épreuve ultime, l'approche de la caverne, le chemin du retour, la résurrection, tout ça, bref. Après, ça change aussi en fonction des écoles, on va dire, mais en gros, c'est ça. Et quand je coach des gens, moi, en storytelling, quand j'aide des gens pour le storytelling, pour les vidéos, en perso ou sur Monteur Pro en live, et que je leur parle de ça, de schéma narratif, comment construire une histoire, je leur dis que dans une histoire, l'épreuve ultime, c'est pas obligé que ce soit un conflit physique. C'est pas forcément une guerre, c'est pas forcément un combat, c'est pas forcément un gentil qui doit tuer un méchant pour gagner, et c'est comme ça que l'histoire se résout, comme ça qu'on termine l'histoire. Cette épreuve ultime, elle peut aussi être abstraite. Elle n'est pas forcément concrète. Ça peut être un conflit moral, ça peut être un questionnement, une réflexion. Moi, dans certaines de mes vidéos, même dans la majorité de mes vidéos, c'est ça en fait. C'est une réponse à une question. C'est l'ennemi, entre guillemets, le méchant, il est abstrait. C'est pas un dragon, c'est pas un troll, c'est une question à répondre, un dilemme moral. Donc moi je dis ça aux gens que je coach, pour les aider à faire des bonnes vidéos. Mais j'aime bien quand même dire, ou alors le garder dans mon esprit, que quand même, les meilleures histoires, les meilleurs films, enfin pas forcément les meilleurs, mais en tout cas des très bons films qui nous ont marqués, c'est quand il y a un moment, il y a une guerre, il y a une bataille, il y a le gentil et le méchant qui se foutent sur la gueule, et en fait, on résout l'histoire. L'histoire se termine, le film se termine, parce qu'on sait qu'il y en a un des deux qui a été plus fort, c'est lui qui est plus technique, c'est lui qui a des plus gros muscles, c'est lui qui a la plus grosse force. On aime bien ce genre d'histoire. Bon, après, forcément, avec le temps, plus on grandit, plus on se rend compte aussi qu'il y a d'autres films qui vont nous toucher d'autres manières, hein. Il n'y aura pas forcément besoin d'avoir une guerre ou un conflit physique pour que le film soit bon. Là j'ai pas d'exemple en tête, mais il y a énormément de films qui sont comme ça. Il y a énormément d'histoires comme ça où il y a pas forcément de conflit physique pour passer l'épreuve ultime. Mais
Je pense que ça nous rappelle quand même quelque chose de très primaire et peut-être primitif ou lié à notre enfance. Enfin, les films qui nous ont marqués dans notre enfance, c'est quand il y avait c'est quand il y avait de la baston, quand il y avait un affrontement. Et c'est moi aussi pour ça que je dis que c'est l'histoire ultime, parce que c'est le truc très primitif et universel de il y a un combat, il y a une personne qui gagne, et même si c'est une histoire très simple de c'est le gentil qui amène la paix sur Terre en battant le méchant, on adore ces histoires-là. On adore ces histoires-là. Et en tant que storyteller, là j'arrive à un moment où je ressens vraiment l'envie de créer des histoires, d'écrire des histoires qui sont dans le concret, justement, avec ce que je vous ai dit, un affrontement physique ou alors un conflit physique qui me rappelle, moi, toutes les œuvres que j'ai adorées et devant lesquelles je me suis régalé quand j'étais petit. Je parle de Dragon Ball Z, je parle de tous les shonen, parce que oui, je suis une génération aussi où j'ai grandi avec les shonen, les mangas, donc Naruto, les trucs comme ça. Et ça m'a grandement impacté. Euh, Bah moi, quand je crée des histoires, il y a forcément des trucs inconsciemment qui reviennent et que j'ai envie de faire par rapport aux œuvres que j'ai vues. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de faire des trucs comme ça. Parce que, voilà, peut-être que créer des histoires avec des conflits abstraits ou des choses abstraites, ça commence à m'ennuyer ou je prends pas autant de plaisir. Là, j'ai envie de changer. Et vous me direz, ben Paolo, si tu as envie d'écrire des histoires comme ça, bah tu peux écrire une histoire, tu peux écrire un livre, tu peux écrire un roman, j'en sais rien. Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais je préfère faire des vidéos sur Internet parce que déjà, je suis pas un super bon écrivain, et en plus, je suis narcissique. Non, je rigole. En vrai, ça va, j'écris bien. Non, je rigole. Je suis pas narcissique. Non, mais bref, ça c'est un autre sujet, mais de toute façon, il faut forcément être narcissique pour poster des vidéos de soi en action sur Internet comme ça, de parler de soi tout le temps. Mais bref, c'est pas le sujet, mais moi c'est le format que j'aime bien, et j'ai envie aussi d'être, ça c'est sur mon côté narcissique, un mélange de côté narcissique et un mélange de je suis pas assez bon en écriture, qui fait que bah, en fait je suis obligé de me mettre au centre des histoires que je crée. Voilà, voilà. Et ce truc-là, j'ai ressenti pas mal quand j'ai fait la vidéo de la Thaïlande, justement, de mon combat en Thaïlande. En fait, c'est la vidéo que j'ai préféré faire le plus. J'ai adoré faire cette vidéo. Et du coup, ça me donne plus envie d'aller dans cette direction, en fait. Donc, comme je vous ai dit, d'écrire des histoires concrètes, de prendre le voyage du héros au sens littéral, au premier degré. Et en parlant de ça, de prendre le voyage du héros au sens littéral, en fait, c'est pareil pour le nom, bah déjà juste le nom, le voyage du héros. Le voyage du héros, quand t'entends ça, tu penses pas à un film qui va raconter forcément une histoire très psychologique, avec des défis moraux, quelque chose qui se passe très dans la tête. Tu vois un mec avec une épée, une cape et sa bourse avec son argent qui part à l'aventure pour aller se battre contre des dragons et des trolls. Je sais pas si je suis le seul à avoir cette image directement quand j'entends voyage du héros, mais pour moi c'est limpide. Et même quand t'entends le nom des étapes dans le voyage du héros, donc l'appel à l'aventure, pareil, tu vois un mec avec une cape, une épée et sa bourse dans sa poche qui va à l'aventure. Et l'aventure, ça va pas être un truc dans la tête, c'est il va traverser des forêts, il va traverser des ponts un peu bizarres, lugubres, qui peuvent se péter la gueule, il va aller dans des châteaux, il va combattre des morts vivants. Moi, je vois ce truc-là. Pareil, il y a une autre étape, vous savez, dans le voyage du héros qui s'appelle l'approche de la caverne. Donc ça peut être une image, quand on va être sur une histoire très psychologique, l'approche de la caverne. Donc on va dans un endroit ou un moment de l'histoire qui est pas sûr, qui fait peur, ou enfin on voit tout de suite comment le héros peut se comporter au niveau de son langage corporel, quand je vous dis l'approche de la caverne. Donc là c'est abstrait. Mais si on prend ce truc au sens littéral, l'approche de la caverne, c'est pareil, on reprend le mec avec son épée qui va rentrer dans une caverne et on sait qu'au fond de la caverne, il y a un ours ou un dragon et il va devoir y avoir un conflit physique. Voilà, c'est pour ça que je dis, pour moi, c'est vraiment écrire l'histoire ultime. Et aussi, je trouve qu'il y a dans ce truc-là, de cette histoire de voyager pour apprendre des techniques et ensuite avoir des affrontements pour se tester, des affrontements physiques, il y a un côté très universel
qu'on retrouve dans plein d'histoires. Enfin, en fait, c'est une histoire qui parle à tout le monde. Il y a un petit côté aussi Dragon Ball Z, voyage, apprendre des techniques, devenir plus fort, se battre, même un côté shonen en général. Et si on remonte aussi à des histoires plus anciennes, là je vais vous prendre Voyage vers l'Est, c'est une histoire traditionnelle, ça fait partie des classiques chinois. Pour ceux, je pense que la majorité des gens vont pas savoir de quoi je parle, mais si je vous dis Wukong, Sun Wukong, si je vous dis le bâton magique qui grandit, si je vous dis le nuage flottant, tout ça. Donc Sun Wukong, vous avez le personnage, il est dans Smite, il est dans League of Legends, il a inspiré Son Goku dans Dragon Ball Z. Il a inspiré plein de trucs. En fait, c'est la base de plein d'autres œuvres. Et ça, en fait, c'est un classique chinois. Donc, renseignez-vous si ça vous intéresse. Le voyage vers l'Est. Et ça raconte du coup l'histoire d'un petit singe qui s'appelle Sun Wukong et qui va voyager pour atteindre un but, son objectif. Il va rencontrer des compagnons sur la route. Il va rencontrer des monstres, des difficultés sur la route. Et à chaque fois, en fait, il va grandir. Donc, il va devenir plus mature, mais il va aussi devenir plus fort. Il aura plus de techniques, il sera plus fort physiquement, bref. Il va avoir de nouvelles armes et tout. Et voilà, donc tout ça, je vous parle du voyage vers l'Est, parce que ça, c'est une histoire qui remonte à très très loin. Et c'est toujours dans cette même dynamique, en fait. Et c'est pour ça que je trouve que l'histoire en fait, que je vais raconter là, elle a quelque chose de très universel qu'on peut retrouver. Là, je vous ai pas fait la liste, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans toutes les cultures, dans toutes les mythologies. Et moi, ça me plaît bien. Et d'ailleurs aussi, je vais vous faire une petite parenthèse par rapport au fait de raconter des histoires. Je vais vous parler de Arancino. Donc Arancino, pour ceux qui n'ont pas suivi le lore Paolo Z ou qui débarquent un peu en cours de route, qui n'ont pas toutes les infos du lore Paolo Z, Arancino, c'est le restaurant que j'avais ouvert quelques semaines, une dark kitchen où on faisait des livraisons. On cuisinait de chez nous et on faisait des livraisons, bref. Et on en faisait des vidéos. Et en fait, limite la raison principale de pourquoi j'avais voulu ouvrir un restaurant, mis à part le fait que j'aime l'entrepreneuriat et j'aime la cuisine, c'était que ça me permettait de raconter une histoire. De le faire en vidéo, ça me permettait de raconter une histoire. Même ce qu'on avait fait, nous, on avait fait un voyage en Italie, on avait traversé toute l'Italie pour récupérer les recettes d'arancini et trouver la meilleure recette d'arancini. Ça, ce qu'on a fait, le move, c'était pas du tout le plus optimisé au niveau culinaire. Ça aurait été peut-être plus efficace si je prenais des cours de cuisine à Nice. Ça aurait été moins cher, parce que là, on a dépensé pas mal de thunes. Ça aurait été peut-être moins cher, plus rapide, et j'aurais fait des meilleurs arancini. Et même au niveau économique aussi, on va en parler. Le fait de traverser l'Italie, on a dépensé pas mal d'argent, et on n'a même pas eu la cagnotte. On avait fait une cagnotte, on n'a même pas réussi à l'avoir. Donc c'était pas du tout rentable. Mais ça me permettait de faire une chose qui était pour moi encore plus importante, enfin en tout cas qui m'épanouissait le plus, c'était de raconter une histoire. Bon, là, on va rentrer dans la partie que je préfère du podcast. On va parler du divertissement. Ça va être trop intéressant. Moi, c'est un sujet sur lequel je cogite depuis énormément de temps et surtout ces derniers temps, là, récemment, parce que ça s'est mélangé un peu avec limite le sens de ma vie, en fait, tout simplement. Donc, j'ai envie de vous partager tout ça, là, ma réflexion sur le divertissement. Mais d'abord, ce que je dois vous dire, ce que vous avez sûrement compris avec ce que je vous ai dit juste avant, c'est que j'adore créer du divertissement. J'adore créer du divertissement. Pas forcément le consommer, parce qu'en vrai, je ne suis pas le mec qui regarde le plus de films ou de séries, et même les jeux vidéo, là, ces dernières années, malheureusement, j'y joue plus. Même si c'est bizarre, parce que j'aimerais bien y jouer, mais en même temps, je ressens de la culpabilité et ça m'ennuie vite. Mais j'ai beaucoup de bons souvenirs avec les jeux vidéo. Enfin bref, j'avais fait une vidéo à l'époque sur ça, c'est pas le sujet, mais voilà. Mais aujourd'hui, là, moi, j'adore créer du divertissement. À travers mes vidéos, surtout là en ce moment, à travers mes vidéos verticales, parce que c'est surtout ça qui sort, et puis c'est surtout ça que je considère comme étant du divertissement. Et en plus, en ce moment, je cherche à devenir meilleur.
Je cherche à être plus divertissant. Avant, c'est quelque chose que je m'en foutais et aujourd'hui, je fais la démarche d'apprendre pour être plus divertissant. Et je regardais beaucoup de spectacles d'humoristes là ces derniers temps et j'étais tombé surtout sur Roman Frécinet. Alors c'est un gars que j'aime beaucoup. Déjà, je le trouve très drôle dans son art et c'est rare que je trouve drôle un humoriste qui fait des spectacles sur scène drôle, mais lui est très drôle. Et en plus de ça, en dehors de sa zone de génie, quand j'écoute des interviews de lui, euh, je trouve qu'il est très mature, et il a de très bonnes réflexions, il parle très bien, très intelligent. Et j'ai été surpris quand, là, j'avais écouté une interview de lui, bon, il y a quelques années, et il disait qu'il avait que 24 ans. Je me disais, putain, ah ouais, le mec, le niveau de maturité est très impressionnant. Très impressionnant. Donc voilà, Roman Frécinet, bref, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, oui. Je regarde pas mal de spectacles et parce que je m'intéresse à l'humour. En ce moment, c'est un truc que j'essaie de rajouter sur mes vidéos Instagram et TikTok. Peut-être que vous le voyez pas, peut-être que ça fait rire que moi, mais c'est pas grave, c'est déjà ça parce que je me considère pas du tout comme quelqu'un de drôle. Alors, c'est pas du tout une de mes qualités. Je pense que j'ai des qualités, oui, j'ai des qualités, mais l'humour n'en est certainement pas une. Alors, j'essaie d'apprendre. À la base, moi, je pensais pas qu'on pouvait apprendre l'humour, mais plus le temps passe, plus je me dis, ok, en fait, c'est quelque chose qui peut se disséquer, s'analyser, comprendre un peu les codes et limite avec quelque chose de très mathématique. Aujourd'hui, j'ai pas trop, je me suis pas trop penché sur la question, mais là, l'humour, je le vois comme ça. Je pense qu'il y a une question de rythme et de trucs un peu mathématiques, enfin, qui peut être, c'est moins mystique en fait, ça peut être un peu plus calculé. Voilà, c'est ça que je dis et je pense que l'humour peut s'apprendre et c'est quelque chose que j'essaie d'apprendre et de mettre un peu plus sur mes vidéos. Et d'ailleurs, ce serait marrant de voir s'il y a quelqu'un qui enseigne l'humour. Limite, est-ce qu'il y a une formation là sur le marché d'internet qui enseigne l'humour sur le marché francophone? Genre qui découpe étape par étape comment devenir drôle. Ce serait intéressant et ouais, bon, peut-être qu'il y a un filon là, les gars. Il y a peut-être un filon sur lequel vous pouvez vous lancer, les gars drôles, mais ça pourrait être intéressant. Et donc, oui, le divertissement, c'est quelque chose que j'aime faire. En fait, tout s'aligne un peu autour de ça. C'est pour ça que je vous dis que ça s'est mélangé. Le divertissement s'est mélangé avec la question du sens de ma vie. C'est que c'est quelque chose que j'aime faire, que j'aime créer, que je fais naturellement. Je pense que je suis quand même bon, sinon il n'y aurait personne qui me suivrait. Donc il y a aussi il y a une réponse à ça, à ce que j'aime. Il y a des gens qui apprécient, donc ça a une certaine utilité. Mais quand même, je me posais la question. Il y a la question du sens qui se pose parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire et que je fais depuis longtemps. Et là, je me dis, ok, en tant que personne qui divertit, est-ce que, enfin, c'est quoi mon utilité pour la société? Est-ce que je suis utile pour la société en créant du divertissement? Et même au sens global, est-ce que la personne qui divertit les gens, donc que ce soit un artiste, un chanteur, un youtubeur, un sportif, un clown, un humoriste, cette personne-là, c'est quoi son utilité dans la société? Est-ce qu'elle en a une? Et même si on fait une hiérarchie des utilités dans la société, si on fait un classement avec les métiers, où est-ce que cette classe-là de divertisseurs, où est-ce qu'elle se situe? Et moi, je me dis, bon, bah, quand même, vu que c'est ce que je fais et c'est ce que j'aime faire, bon, bah, j'espère quand même personnellement que bon, bah, je suis haut dans l'échelle. Ça fait quand même plaisir de se dire que tu participes au bien-être de l'humanité, au développement de la société dans le bon sens. Parce que c'est vrai que une fois que tu dépasses le mode survie, c'est-à-dire que tu te préoccupes juste de comment tu vas gagner, enfin, combien d'argent, non, plus, est-ce que tu vas gagner de l'argent en fait? Est-ce que tu gagnes de l'argent? Une fois que tu gagnes de l'argent, que tu as le minimum pour bien vivre, que tu vis bien, tu te poses la question du sens de ce que tu fais. Est-ce que ce que je fais a une utilité dans la société? Est-ce que je suis utile? Et moi, en fait, je me suis posé cette question. Bon, déjà parce que de base, je suis un gars qui est obligé de penser ce qu'il fait. C'est comme ça, j'y peux rien. Au début, ça m'agaçait, mais maintenant, bon, bah, c'est tout, je fais avec. Mais je suis obligé de faire les choses, d'agir dans le monde, et ensuite de m'arrêter, de réfléchir et d'analyser ce que je viens de faire. C'est toujours comme ça. Ma vie, c'est que des cycles comme ça. Donc forcément, je fais du divertissement, je suis obligé de penser le divertissement. Je fais de la création de contenu, je suis obligé de penser la création de contenu. C'est toujours comme ça. Et donc c'est pour ça que je me suis posé cette question par rapport au divertissement, et aussi parce que je pense qu'il y a eu un petit conflit interne par rapport au divertissement, parce que j'ai longtemps
je pense diaboliser quand même le divertissement. Je pense que j'étais un peu matrixé par une certaine branche du développement personnel et de la productivité, comme je pense beaucoup de gens aussi qui m'écoutent. C'est pour ça que c'est intéressant de parler de ça. Et j'en suis revenu de ce truc-là de diabolisation complète du divertissement. Et ouais, conflit intérieur aussi, parce que, en fait, juste le mot divertir, quand tu divertis les gens, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens, ils sont occupés dans leur coin, et toi, tu vas faire diversion. C'est-à-dire que tu vas secouer la main, tu vas attirer leur attention dans ta direction. Et il y a un truc, je pense, qui est assez négatif, c'est connoté négativement à divertir, c'est prendre l'attention de quelqu'un, et là, la tourner, en fait, vers un autre endroit. Et pour revenir à ce truc-là, dans une certaine branche du développement personnel, il y a pas mal de gens qui diabolisent le divertissement. J'ai une petite anecdote avec un abonné que j'avais eu. On discutait, c'était avec plusieurs abonnés. Et il m'avait dit, ouais, mais toi, Paolo, tu fais pas du divertissement et tout. En fait, moi, je qualifiais ce que je faisais automatiquement comme du divertissement. Et lui il me disait, non, c'est pas vraiment du divertissement parce que on apprend des trucs, ça fait réfléchir et tout. Et en fait, je me suis dit, là, c'est lui qui n'est pas à l'aise avec le fait de consommer du divertissement. Moi, là, à ce moment-là, j'étais à l'aise, hein, j'avouais que je faisais du divertissement. Parce que pour moi, ce qui ne serait pas du divertissement sur YouTube, c'est quoi? C'est euh, un, cours, euh, un cours magistral de mathématiques sur YouTube, un truc qui dure 2 heures, où tu as un professeur qui a construit son cours. Et là, il n'y a pas de divertissement, c'est juste une leçon. Mais je ne suis pas ici pour pointer du doigt les gens qui ont un rapport bizarre avec le divertissement, parce que moi aussi, d'une certaine manière, il y a pas mal d'années, j'étais aussi dans ce truc-là où j'avais complètement diabolisé le divertissement. Je partais de très très loin. Là aujourd'hui, pour vous dire que je suis à l'aise avec le fait de créer du divertissement, je vais vous raconter d'où je pars et vous allez comprendre à quel point j'ai fait un grand écart. Mais il faut savoir que moi, quand j'avais 18-19 ans, je crois que c'est surtout 19 ans, mon réveil, vous savez ce que c'était? Mon réveil, c'était un genre de truc, une vidéo, un montage de motivation de Gary Vaynerchuk. Donc pour vous la faire rapidement, Gary Vaynerchuk, c'est un entrepreneur américain qui est réputé et qui se vante pour être ultra productif, pour travailler tout le temps. C'est vraiment la définition du hustler américain. Et le mec se vantait de ne dormir que, je crois, 4 ou 6 heures par... Je crois que c'est 4 heures. 4 ou 6 heures par nuit. Et le reste de son temps éveillé, il était tout le temps en train de bosser. Et il disait... En fait, bon, c'est déjà un mec qui balance énormément de contenu sur Internet. Il sort tout le temps des vidéos, il y a même un mec qui le suit tout le temps pour le filmer. Il sort des vidéos de partout, en format vertical, vidéo YouTube, podcast. Le mec a tout, il est partout. Et il se vantait de dire qu'il travaillait tout le temps, qu'à chaque fois il prenait des Uber pour être à l'arrière et pouvoir continuer à travailler sur son téléphone. Et il est tout le temps filmé. Bref, c'est un putain de hustler. Et moi, à l'époque, donc c'était le moment où je commençais à faire des trucs sur Internet et tout, je m'intéressais au business, au développement personnel. Et j'adorais regarder ses contenus parce que le bougre, qu'est-ce qu'il était motivant. Et j'avais téléchargé une vidéo de lui, d'un montage, où tu l'entendais gueuler. Et en fait, le titre de la vidéo, c'était Every minute has to count. Et mon réveil, c'était lui qui gueulait directement Every minute has to count, every minute has to count. Et donc il répétait comme ça. Et moi, je me réveille avec un mec qui me dit ça. Donc pour ceux qui parlent pas espagnol, ça veut dire chaque minute compte. Sous-entendu, chaque minute doit être dédiée au grind, à bosser, et donc pas au divertissement, pas au repos. Donc moi, je grandis, je commence ma vie d'adulte avec ce truc-là. Il faut que tu bosses, il faut que tu sois productif, t'as pas le temps de te divertir. Je suis quand même content d'être passé par cette phase-là parce que c'était une phase où, quand j'avais 18-19 ans, j'avais rien du tout et j'avais tout à construire. Et je pense que c'est bien aussi d'avoir des périodes comme ça où forcément tu vas devoir limiter le divertissement, voire le supprimer, parce que tu es en mode grind, tu es en mode il faut mettre des gros coups de collier pour commencer à créer des trucs, à développer une expertise, à apprendre. Voilà. À un moment, il faut quand même grind. Donc bon, je suis content d'être passé par là, mais c'est pas quelque chose que je pense, tu peux garder sur le long terme, et c'est pas non plus quelque chose que je veux, parce que Gary, à l'époque, je crois qu'il avait genre 45 ans, tu regardais sa tête, mon père, il a 10 ans de plus, et Gary, il fait 10 ans de plus que mon père. Donc Gary, aujourd'hui, c'est plus du tout un modèle ou un idéal, parce que, en fait, je pense que, enfin, déjà au niveau de son visage, ça se voit que le mec est flingué, il est fatigué de ouf.
Et moi, c'est pas quelque chose que je veux en fait. Aujourd'hui, je priorise quand même plus ma santé que bosser, être productif. Bon, c'est comme ça, j'ai évolué avec les années. Et aujourd'hui, moi, mon idéal, c'est plus quelque chose de plus équilibré. Bon, aussi parce que je suis passé par une période où j'ai grind, en fait. Donc voilà. Peut-être qu'il faut quand même passer par là pour ensuite être un peu plus tranquille, je pense. Mais bref, aujourd'hui, ça c'est fini. Je suis complètement à l'aise avec le fait de créer du divertissement. Et je vois même une utilité dans le divertissement que je ne voyais pas avant. Et je pense même que les gars, je vais vous dire ça, mais la personne qui divertit, vous savez, on parlait des hiérarchies des, euh, des professions et des métiers dans la société. Je pense que la personne qui divertit est tout aussi utile qu'un médecin et qu'un docteur dans notre société. Oui, je le dis. Oui, oui, je l'affirme. Peut-être que je suis biaisé. Dites-le moi, hein, mettez-moi en commentaire, peut-être que je suis biaisé parce que c'est ce que je fais et j'ai envie de voir les choses comme ça. Peut-être. Mais quand même, j'ai des arguments hein, qui me permettent d'affirmer ça, et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler là maintenant. Vous savez, ou vous savez pas, mais je sais que j'en parle pas mal sur Instagram, ça fait un moment, ça fait très longtemps, là presque bientôt un an, où tous les matins, je lisais, bon là j'ai arrêté hein, depuis que je suis allé au Mexique, je lisais des articles en chinois pour m'entraîner, et même aussi parce que j'aime ça en fait. Et j'allais sur un site qui s'appelle Medium, donc c'est une plateforme un peu comme YouTube, sauf que là c'est juste du texte et c'est des gens qui vont écrire en fait et qui vont publier des articles dont tu as tout un tas d'auteurs, pas forcément des gens connus, mais qui peuvent écrire des choses intéressantes. Et du coup, moi je vais là-bas pour lire et surtout pour lire en chinois parce que c'est une plateforme où il y a beaucoup de contenu anglophone, il y a aussi du contenu français et il y a du contenu en chinois. Donc caractère simplifié, caractère traditionnel, les deux. Moi je sais lire les deux, donc je me régalais. Et j'étais tombé sur un article fantastique qui s'appelle Le feu a donné un cadeau précieux à l'humanité, l'ennui. Et dans cet article, l'auteur, donc qui veut nous raconter un peu l'histoire du divertissement, comment c'est né ce truc-là, il part du principe que nos ancêtres, donc il y a très très longtemps, ils passaient la majorité de leur temps à chercher de la nourriture. Donc ils sortaient, ils allaient cueillir des racines, des baies, trouver des insectes, des petits animaux, des trucs comme ça. Ils passaient leur temps à chercher de la nourriture et le reste de leur temps, c'était juste à se reposer, en fait. Donc là, c'était vraiment ce qu'on appelle le mode survie. C'est-à-dire que tu es en vie juste pour survivre, pour répondre aux besoins de base, c'est-à-dire manger, dormir, c'est tout. Tu as le temps que de faire ça. Et c'est quelque chose peut-être qui est... C'est marrant de penser à cette époque-là, parce qu'aujourd'hui, ça nous paraît à des années-lumière, en fait. Nous, on a tellement de temps libre qu'on n'est plus du tout à cette préoccupation-là. Mais bref, à un moment, dans l'histoire, ça se passait comme ça. Donc ça, c'était avant l'invention du feu. Et après l'invention du feu, il commençait à avoir un phénomène qui se développait justement autour de ce feu-là. C'est-à-dire que maintenant, euh, les hommes préhistoriques de l'époque, ils pouvaient... leur repas, c'était cuisiner des gros morceaux de viande. Ils avaient chassé une bête, ils avaient un gros morceau de viande, donc hyper calorique, avec plein de lipides, de protéines et tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, tu as beaucoup plus de calories pour moins de temps à passer à trouver de la nourriture. Parce que imaginez les gens avant, quand ils étaient en mode cueillette, baies, racines, tu passais toute ta journée à ramasser des trucs, à transporter des trucs, en plus tu n'avais pas forcément en grande quantité, hein, c'était des petits trucs, pour avoir des glucides à 4 calories les 1 gramme. Là tu te retrouves avec une putain de viande grasse, bien grasse, donc avec des lipides, et donc pour ces 9 calories, donc le truc est beaucoup plus calorique. Et il s'est passé un truc fou, c'est que les gens ont commencé à s'ennuyer. Parce que, donc, la nuit est tombée, il y a le feu, il y a la viande qui cuit, euh, t'es devant le feu avec toute ta famille, avec tes amis, avec toute ta tribu, et vous êtes obligé de rester là parce que, en fait, bon, bah déjà, vous attendez de manger, en fait, la viande est en train de cuire, donc vous attendez le truc qui va vous faire survivre, donc vous voulez pas louper votre place ou rater le repas.
C'est l'endroit où il y a tout le monde, donc c'est le plus sécuritaire, vous êtes en groupe. C'est l'endroit où il fait chaud et où il y a de la lumière parce qu'il y a le feu. En fait, c'est le seul endroit à ce moment-là où vous pouvez être. Vous n'allez pas vous balader ailleurs. Donc là, vous retrouvez au milieu du feu un groupe de singes qui doit attendre. Et là, t'imagines, t'es à cet endroit-là, t'attends pour manger. À côté de toi, il y a ta grand-mère, il y a ta cousine, il y a tes frères, il y a tes potes, il y a tes cousins, il y a ton grand-père. Vous attendez. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, à un moment, il y en a un qui va être obligé d'ouvrir sa bouche pour parler, en fait, et pour arrêter cet ennui, ce sentiment insupportable. Parce que l'ennui, qu'est-ce que c'est? Pourquoi nous, on déteste tant l'ennui et on fait plein de trucs pour que ça se... pour être occupé? Parce que ça nous fait penser à nous-mêmes et donc à notre propre mort. On commence à se poser plein de questions parce que notre esprit n'est pas occupé. Et, et la fin des questionnements, c'est toujours quoi? C'est ok, en fait, je suis une créature mortelle. Et un jour, je vais mourir et tout ça ne va plus exister. Et ça angoisse. Et donc là, les hommes préhistoriques ont découvert l'ennui. En fait, ils ont été face à un nouveau problème. Et c'est pour ça, hein, le titre de l'article, c'est Le feu a apporté un cadeau précieux à l'humanité, c'est l'ennui. En fait, ils commencent à s'ennuyer. Et pour vaincre ce truc-là, bon, d'ailleurs, petit passage, petite parenthèse rapide, mais il y a beaucoup de théories sur la naissance du langage, et apparemment, de ce que j'ai vu, ça, ce serait une des théories de comment le langage est né. Donc il y a des gens qui vont commencer à ouvrir leur bouche pour qu'il n'y ait plus de blanc, en fait, pour qu'on s'ennuie pas, en fait, en attendant que la viande cuise. Et c'est là que la classe du divertisseur, la personne qui divertit, va naître. Parce qu'il y aura des personnes qui seront plus éloquentes. Il y a des personnes qui vont maîtriser plus l'humour que d'autres, qui vont maîtriser le rythme, qui vont savoir raconter des histoires. Vous voyez? C'est comme ça que ça commence. Et il y a des gens qui vont sortir du lot parce qu'ils auront ces compétences-là. Hein, il y a certaines personnes qui peut-être qui vont bégayer ou qui seront pas aussi à l'aise avec la langue que les autres, et eux, ils vont être obligés d'être spectateurs et d'écouter ceux qui ont ce talent-là d'orateur, de storyteller, d'humoriste. Et donc, ces personnes-là, avec leur talent qu'ils vont peut-être développer au fur et à mesure du temps, elles vont aider, en fait, les gens qui sont dans l'ennui. Et c'est de là, en fait, moi, que je vous parle de l'utilité du divertisseur dans la société. C'est qu'à partir de ce moment-là, il y a eu un problème qui est apparu, l'ennui. Et ces personnes-là qui ont développé ces compétences ou qui avaient ce talent, elles ont répondu à ce problème qui est l'ennui. Qui est quand même... c'est un problème psychologique. Hein, vous allez dire, c'est pour ça, là, on va parler du médecin, du docteur. Le médecin, va soigner les gens de la mort. S'ils ont une plaie, s'ils ont un truc, ils vont les empêcher de mourir. Donc là, c'est la santé physique. Mais la santé mentale est tout aussi importante. Parce que quelqu'un qui est dans la tourmente psychologique, parce qu'il n'arrive pas à gérer ses pensées quand il est dans l'ennui, parce que ça l'angoisse, ça le fait penser à la mort, là, tu as le divertisseur qui va l'aider à sortir de ce truc-là. Qui va le soigner, en fait. C'est pour ça que je pourrais comparer une personne qui divertit à un infirmier, à une infirmière, à un docteur. Et c'est pour ça que beaucoup, là, en ce moment, bon là, c'est actuel, mais moi, j'entends souvent dire des gens qui disent ouais, j'aime bien regarder la télé ou quoi, parce que... ou un film ou une série, parce que ça m'apaise après une journée dure de boulot, où j'ai pas forcément kiffé, j'ai pas forcément... euh, j'aime pas forcément ma vie, en fait. En fait, je galère. Et là, me poser le soir devant la télé ou devant un film, ça m'aide, en fait. Ça m'aide à tenir. Bon, là, il y a plusieurs problèmes. Il y a quand même le problème de tu utilises le divertissement pour échapper à la réalité, en fait, qui est trop dure pour toi. Donc, est-ce que la vraie façon de régler le problème, ce serait pas d'aller vraiment dans le fond et de changer toute ta vie de fond en comble, donc de trouver un nouveau travail, de peut-être changer ton environnement, là où tu habites, les gens que tu côtoies, peut-être. Donc là, c'est un gros boulot, mais je pense que le vrai problème de fond est là. Bref. Mais le divertissement sert à ça aussi. Bon, après, il y a une nuance forcément avec le divertissement, on verra ça plus tard. Mais parce que si tu le consommes en excès, oui, là, c'est pas bon. Mais dans plein de cas, le divertissement peut servir aussi comme ça à soigner les gens, en fait, à les rendre mieux au niveau psychologique. Et aussi, un argument, moi, que j'aime bien, c'est que si quelque chose était aussi néfaste
pour l'humanité faisait autant de mal à l'humanité et aux gens et était un boulet en fait pour la survie des autres, ça n'existerait plus. Je pense que la nature est bien faite, que l'humain est bien fait, et dès qu'il y a un truc qui le freine dans sa survie, euh, la nature fait en sorte de s'en débarrasser en fait, ou on ne l'utilise pas parce que ça prend trop de ressources, ça consomme trop pour ce que ça nous donne. Et en fait, le divertisseur, la personne qui divertit, elle existe depuis tellement de temps. Vous voyez, là je vous parle de quand les premiers hommes étaient autour du feu pour attendre que la viande cuise. Ça existe depuis tellement de temps que vraiment, si c'était néfaste pour la productivité, pour la survie de l'humanité, ça fait longtemps que ça n'existerait plus et qu'on n'aurait plus de personnes qui divertissent. Ce serait que de la production, de la production, de la productivité et pas de loisirs, pas de divertissement. Or, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, il redit quelque chose là pour revenir à l'article. Il disait que, en fait, à partir de ce moment-là, le, le singe, entre guillemets, l'homme qui était au sommet de la hiérarchie dans les tribus, c'est-à-dire l'homme fort avec des muscles qui savait se battre, parce que c'était lui qui garantissait la survie de la tribu quand on devait s'affronter, se battre contre une autre tribu, et c'est lui aussi qui permettait de trouver de la viande et de la nourriture, parce qu'il était le plus en forme physiquement. Comme c'est lui qui avait le plus de valeur dans la tribu, c'est celui qui avait le plus d'utilité, en fait, c'est ça. Il avait beaucoup de ressources, on lui donnait beaucoup de ressources. Donc que ce soit la nourriture, où il pouvait, je sais pas, s'accoupler avec plusieurs femelles, j'en sais rien. Et bien là, à partir de ce moment-là, il a dû diviser, partager ses ressources avec cette nouvelle classe du divertisseur. Parce qu'ils se sont rendus compte que euh, la personne qui te divertit quand tu attends autour du feu que la viande cuise, en fait, tu te rends compte que il te fait passer un bon moment, il te fait rendre le temps plus court et il t'empêche de te poser toutes ces questions liées à ta propre faim. En fait, la personne qui maîtrise bien le langage, l'humour, le storytelling, le divertissement, prend de l'utilité, prend de l'ampleur, son utilité prend de l'ampleur, et, euh, et on lui donne aussi les ressources en adéquation avec son utilité dans la tribu. Donc on voit aussi qu'il y a une place pour ce genre de classe. Comme dans une tribu, il y a une place pour la classe du guerrier, pour la classe du guérisseur, bah, on voit qu'il y a aussi une place pour la classe du divertisseur, parce qu'il est utile à la tribu, à la société et à l'humanité. Donc voilà ce petit article que j'ai beaucoup aimé, et il termine aussi en faisant un parallèle, parce qu'en fait c'est un gars qui écrit sur la création de contenu, il fait un parallèle avec la création de contenu que j'ai adoré. En fait c'est comme si le feu, aujourd'hui à notre époque, en fait c'est le téléphone, c'est les réseaux sociaux. Et donc tout le monde est autour du feu, à comprendre sur leur téléphone, les yeux rivés sur les réseaux sociaux, et il y a des gens, il y a des singes qui vont prendre la parole. Aujourd'hui, là, ça va être moi, ça va être d'autres collègues youtubeurs, instagrammeurs, qui vont prendre la parole et qui vont divertir les gens. Ils vont occuper leur attention en leur donnant du divertissement pour répondre à ce problème de l'ennui. Bon, aujourd'hui, forcément, ça peut causer certaines problématiques parce que là, bon, on arrive dans une période où on s'ennuie énormément. Enfin, je veux dire, les questions de survie, même les gens les plus pauvres, les SDF ou les gens vraiment en dessous du SMIC ou qui galèrent, la survie, c'est quasiment plus un problème. Donc là, on entre dans une période où on a énormément de temps libre et les gens font un peu n'importe quoi avec. Ils consomment le divertissement en excès. Donc c'est là où on arrive vraiment au problème du truc. Mais ça, de toute façon, on n'est pas con, les gars. Tout ce qui peut être consommé, si on le consomme en excès, ça va poser des problèmes. Que ce soit l'alcool, la nourriture ultra transformée, la drogue, là du coup le divertissement, les jeux vidéo, les séries. À un moment, quand tu vas trop dans l'excès, si tu consommes trop d'alcool, tu vas avoir des problèmes de santé. Si tu consommes trop de séries toute la journée, juste en fait, t'auras pas de vie professionnelle, pas de vie sociale et tout, donc ça va créer des problèmes. Oui, merci, ça c'est Captain Obvious, mais voilà, de toute façon, à tout ce que crée l'homme, j'ai l'impression, si tu le consommes en excès, si tu le fais en excès, ça va te retomber sur la gueule et tu vas te manger le retour du bâton. Mais voilà. Bon, tout ça pour vous dire, je vous parle de certains articles qui étaient intéressants pour montrer que, à la base, le divertissement, ça naît d'un problème à résoudre.
en fait. C'est tout simplement ça. Le problème, c'est l'ennui. Et il faut trouver une solution pour pas que ça nous fasse mal, que ça fasse mal à l'humain. Et je pense, même je suis sûr qu'il y a une satisfaction personnelle quand tu es quelqu'un qui crée du divertissement, que tu sois un acteur, un youtubeur, un chanteur. Quand il y a des gens qui viennent te voir et qui disent putain, là tu m'as donné des bonnes émotions, tu m'as mis dans un mood qui est agréable, et là je sais quand je vais reprendre le boulot lundi, je vais être bien, tu m'as fait vivre des émotions qui m'ont fait me sentir bien, tu m'as rappelé certaines choses. Donc là je vous parle même d'athlètes, des superstars, de Kylian Mbappé qui font même pleurer les gens ou qui font rêver les gens. Vous voyez, je vous parle de ce genre de personnes qui proposent du divertissement et ça fait du bien aux gens. Ça leur fait du bien mentalement. Ils sont bien. Et quand y a des gens, des viewers qui te regardent et qui viennent te faire ce retour-là, de dire tu m'as transmis des bonnes émotions, tu m'as donné de l'espoir, tu m'as donné ça, nanana, nanana, il y a une grosse satisfaction et tu te sens utile en tant que personne qui crée du divertissement. Toi, personnellement, ça fait du bien et tu vois que tu améliores la vie des gens. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas voir le divertissement comme étant le diable et à supprimer à tout prix. Il y a des bonnes choses dedans et encore une fois, forcément, pas en excès. Hein, mais ça, c'est obvious. Donc voilà, c'est la fin pour ce petit podcast. J'espère qu'il vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de le faire. Et bah faites-moi vos petits retours comme d'habitude. Et on se retrouve très vite, j'espère, que ce soit sur le podcast, sur Instagram ou sur YouTube. Portez-vous bien, à la prochaine.